Bonjour et bienvenue sur une deuxième double critique en compagnie de Ganesh, car comme vous pouvez le voir, derrière ça avance, mais très lentement, car je suis un homme qui ne sait pas gérer sa vie. Bonjour Ganesh. Bonjour. Alors Ganesh, aujourd'hui, hier en fait, pour de vrai, nous sommes allés voir Tomb Raider, qui s'appelle juste Tomb Raider, c'est pas... voilà, il s'appelle juste Tomb Raider, comme le reboot de 2013 s'appelait juste Tomb Raider. Est-ce que c'était bien? On va voir ça tout de suite. Est-ce que déjà il y avait de bonnes choses à dire sur ce film? Alors, les bonnes choses à dire sur ce film, le début est très bien. Le début où elle est pas de spoil. Elle est livreuse Deliveroo, ça spoil que dalle. Oui, elle est effectivement. Voilà. Effectivement. Limite, le fait que à ce niveau-là, ce soit vraiment filmé à Londres, avec des tonnes et des tonnes de cascadeurs, parce que bon, ouais, c'est plutôt bien fichu. c'est quand même plutôt bien branlé, on peut dire ça comme ça. C'est effectivement la meilleure scène du film, la scène de livraison. Voilà. Ça, Pour ainsi dire. le film commence bien. Du coup, dans les avantages, dans les bonnes choses du film, le film commence très bien. Voilà, je trouve. Voilà. Non, si, alors on a quand même la présence un peu surprise de Nick Frost. Oui, qui joue un personnage. En fait c'est simple, c'est le seul personnage qui joue un personnage qui ne soit pas un cliché ambulant. Après, c'est le qui a cliché quelque chose à dire. De son genre de Ouais, mais personnage. on va dire que c'est le seul personnage qui semble On va pas s'amuser. spoiler sa profession, bien On va dire évidemment. que c'est le seul personnage qui semble s'amuser avec son rôle et qu'on a quelque chose à foutre de faire une scène à peu près Oui, sympa. mais il va lui- sortir un peu non, mais de l'eau. attends, lui c'est le seul qui est venu de I don't care about Tomb Raider. Oui, tu qu'on a rien à tu sens branler, qu'il ouais. s'en bat les couilles de Tomb Raider, mais qu'il est là, il s'amuse. Voilà, alors que c'est vrai Pour que les notre autres plaisir. acteurs ont l'air presque investis pendant que la production s'en bat les couilles, et c'est, Ouais. je pense, le gros point noir en fait de cette prod, c'est que personne n'y croit au film, genre que ce soit Non. dans le montage. En fait, on dirait que c'est monté par un robot. On dirait que les décors sont refaits, sont retirés du jeu avec un filtre. C'est tellement genre l'histoire est cousue de fil blanc, les twists servent Oui. à rien, les personnages vont avoir un cheminement totalement illogique, ou alors ça va aller trop vite, et alors que ça va aller pas assez vite au début, tout à coup genre elle s'énerve pour que On est dalle. d'accord qu'on est déjà sur les inconvénients du film. On est déjà sur les inconvénients parce que de toute façon là on a déjà fait le tour de ce qui était Ouais. bien. Il n'y a pas grand chose à en fait c'est pas que c'est horrible, c'est qu'il y a il y a aucune fulgurance, il y en a Non, zéro. aucune. Il y a Enfin, zéro. à part franchement cette espèce de grande chasse au début Ouais, voilà. en vélo. Avant que ça fasse Cette Tomb Raider. grande quoi. course en vélo, c'est plutôt pas mal. J'aurais limite moi préféré voir une espèce de Lara Croft Chronicles en mode je suis en Deliveroo, vas-y, il faut que je passe. Enfin, ça m'aurait plus intéressé quoi. Effectivement, parce que il se trouve que là, l'histoire avec son papa, etc. Donc l'histoire essaie de beaucoup se calquer sur le Tomb reboot Raider de 2013. Tomb Raider 2013 avec la princesse japonaise, tout ça. Si je dis pas de conneries d'ailleurs, il y a vraiment le niveau, le niveau de fin ressemble. Mais à- les décors sont très portraits, Voilà, ouais. très portraits de la DA du jeu. Et d'ailleurs, il y a une espèce de paresse et une espèce de côté en fait sur des rails et de production. Ce film, vous l'avez déjà vu 1000 fois en fait. Que ce Déjà. soit Benjamin Gates, que ce soit Indiana Jones plus simplement, Ouais. que ce soit même le truc Mais avec encore, Noah Weil. Pour moi, ça insulte je sais plus Benjamin comment ça Gates, ça insulte Indiana Jones parce que en fait, ce film-là n'a aucun propos, même aucune sauce. Il n'y a Genre, pas d'aspérité sur laquelle tu peux t'accrocher. il y a rien. C'est-à-dire que Genre genre, même l'actrice elle est plate. il y a un seul décor. Bravo. Il y a un seul décor. On va dire en mode film d'action dans lesquels il y a deux pauvres scènes d'action, Oui. on se barre de là et on y revient, et d'ailleurs quand elle y revient elle est en mode vénère pour zéro raison, elle a 50 fois l'opportunité de tuer le méchant mais il faut que le film dure encore 1 heure, Oui. donc on ne fait rien pour aucune raison, genre en fait les seuls moments qui seraient un petit peu dramatiques, ils sont totalement désamorcés par un autre truc totalement débile et bidon ou même trop cliché. Truc qui m'énerve d'ailleurs dans les films, c'est quand il y a des passages de flashback avec donc un personnage qui est censé être le même personnage qu'on connaît mais plus jeune. Ouais. Quand ils blendent pas l'enfant, l'adolescent et l'adulte, moi ça me gêne vraiment. Ah ouais, de non. voir que c'est pas du tout la même personne. Effectivement. Des fois ils sont vraiment capables de prendre des gamins qui ont la même gueule, tu vois. Hmm. Mais des fois ils sont capables comme là de pas prendre des persos qui... Effectivement, qui se ça me valent. rappelle, tu sais, la légende de Chun-Li où Christine Kroik, qui n'est pas du tout chinoise, Ah oui, non, est jouée par une chinoise quand elle est jeune.
Et là, en fait, du coup, donc l'actrice Vikander, c'est une Suédoise, ouais. donc qui fait semblant d'avoir un accent anglais. Donc déjà, moi, je trouve ça un peu cringe. C'est comme si tout à coup, il n'y avait pas un British pour jouer James Bond, tu vois. On le faisait jouer par un ricain qui faisait semblant de faire l'accent british, ou pire, enfin une Scandinave, quoi. Un Scandinave. Et du coup, là, pour moi, Lara Croft, tu vois, genre, c'est aussi un peu le patrimoine du jeu vidéo. Et donc, ça jaserait sur James Bond. Là, moi, je jase un petit peu sur le fait que ce soit une Suédoise. D'autant que j'ai envie de te dire, me dis pas qu'il y avait pas des actrices anglaises qui ont passé le casting à un moment. Oui, voilà. Sachant que le gros. En fait, même, c'est pas le gros de la communication. La seule communication qui a été faite sur ce film, c'est genre, vous allez voir, Vikander, elle est vénère, elle a fait son taf, etc. Attention. Et finalement, les seuls morceaux de bravoure entre guillemets, qu'elle doit accomplir, c'est un espèce de putain de saut de merde au ralenti devant un fond vert avec un câble dans le dos qui l'a fait décoller à 100, qui est un peu en ridicule 2 secondes, en plus. qui est hyper ridicule, auquel tu crois jamais. T'en as rien à foutre quand t'es fini par enfin à s'attacher avec le piolet, parce que voilà, comme ça tu te souviens qu'il y avait un piolet dans le jeu. Oui. Tout à coup c'est Spider-Man, elle a plus aucun effort à faire, etc. C'est de la merde. Genre je sais même pas pourquoi elle s'est préparée physiquement, parce que autant tu vois, genre dans Wonder Woman ils avaient fait ouais elle se prépare et tout, mais au moins elle pose, elle a des super pouvoirs donc elle a pas besoin de faire de gros efforts. Là elle fait semblant de faire des efforts pour qu'au final il y a rien qui transparaisse à l'écran. En fait tout est une espèce de chasse, moyen, c'est voilà, moyen, tout en fait, cool comme une moyen. espèce de chasse d'eau. En fait, ce film, pour moi, il a cette espèce de goût de film placeholder, c'est-à-dire un film qui est là pour occuper l'espace, dire il y a un film Tomb Raider en 2018. On a la licence, on sait pas quoi en foutre. Voilà. Tenez, on va faire un film parce que du coup il y a le jeu qui sort en 2018. Voilà. Le film, il est là, il n'a aucun autre intérêt que d'exister. Et de prendre de la place, et genre je pense pas qu'il prendra la place sur beaucoup d'étagères. Pourtant, la licence avec le reboot, ce fameux reboot de 2013, elle fonctionne très bien. Rise of the Tomb Raider, il est super. Shadow of the Tomb Raider qui va sortir en fin d'année. Ouais, il s'annonce pas mal. Il m'a l'air marcher dans les pas des précédents jeux, donc absolument pas besoin d'un film en mode. Effectivement, et surtout, voilà, dire, tout en fait. Est d'une platitude, d'un cliché, d'un déjà vu, et les seuls moments où ça devrait être du Tomb Raider vénère ou même te rappeler un petit peu le jeu, en fait c'est tellement fait, genre tu sens que personne a envie de le produire, personne a envie de se faire chier à faire une vraie belle scène d'action, ça coupe dans tous les sens. C'est que le truc que t'as déjà vu en fait. Même la scène au début où elle fait un peu du free fight, etc. Il y a genre 50 000 cuts par coup de poing, c'est genre ridicule. Enfin, genre. C'est fatigant ça. Ouais, c'est vraiment fatigant. C'est épuisant. Une habitude des années 2010 qui devrait être perdue à un moment. Et le pire, c'est que ce film Tomb Raider, il est pas à s'arracher les cheveux, c'est juste le néant quoi. Oui, tu n'en retires rien, tu l'oublies au moment où tu sors de la salle, parce que de toute façon, déjà quand tu le voyais, t'avais l'impression de voir une cinématique de jeu pas finie. Mais j'ai quand même trouvé que l'actrice ne doit pas être une Lara Croft, mais elle a une présence, elle a un truc, je trouve. Mais pas pour une Lara Croft. Pas de problème, c'est pas une mauvaise actrice. J'ai presque trouvé d'ailleurs qu'elle ressemblait un peu parfois à Michelle Rodriguez. Mais je sais pas ce que fait le directeur de la photographie, mais genre, ils sont. Genre, par exemple, elle a un problème, elle a un grand cou, cette meuf. Déjà sur le poster, on dirait un lombric. Il y avait un truc comme ça, ce qui paraît. Mais genre, il y a le plan, tu sais, quand elle est sur le. T'as le cockpit de l'avion là qui est en train de se casser la gueule. Ouais. Elle se retourne là pour tendre un truc et tout, mais genre elle se défend, on dirait un lamastico tout à coup. Larastico. On dirait un larastico. Elle est dégueulasse. Enfin, genre, tu sais, c'est genre, elle est. Genre, à aucun moment tu la vois. Son coude m'a pas sauté aux yeux, si je peux dire. Mais pour moi, c'est même pas un problème que genre, elle est enlaidie, elle a pas le droit d'être laide, etc. C'est que non, c'est que au bout d'un moment, genre, le personnage est physiquement ridicule, et c'est d'autant plus vrai, et c'est un problème sur tout le film, que, il y a un plan, donc sans spoil, sur un méchant qui meurt, et il tire une espèce de sale tronc. C'est ridicule, c'est genre. On dirait qu'il est constipé, c'est vraiment incroyable. Ouais. On a éclaté de rire tous les deux en même temps, le gars. Tous les fonds verts sont hyper virtuels. Ça se voit trop. Du coup, t'en as rien à foutre. Elle a beau se défoncer en essayant de courir et tout. Tu sens pas qu'il y a un enjeu avec autant de fonds verts en fait. Ouais, c'est ça. Elle est sur un putain de C'est pas comme quand tu regardes un Mission Impossible où tu sais où on t'a fait toute la promo du film en mode attention, Tom Cruise il a appris à piloter un hélicoptère. Il est vraiment en train de s'accrocher à cette A380. Ouais, il fait cette cascade et tout. Voilà. Là, y a rien. C'est voilà, même les trucs qui devraient faire un petit peu transpirer. Sont genre en fait ils sont en mode hyper safe, c'est du film hollywoodien de base, c'est fait par des faiseurs qui sont là pour faire le truc, et du coup tu sais que voilà, Vikander elle est là pour faire son chèque, comme ça elle a le droit d'avoir un premier rôle, comme ça elle aura le droit de jouer un autre premier rôle plus tard, mais le film c'est du rien, c'est du vent, et d'ailleurs il y a un gros choix par rapport au scénario qui ne sert à rien mais qui pourtant pour moi enlève beaucoup de choses au personnage de Lara Croft, que je ne spoilerai pas.
Du coup, c'est même pas un bon Tomb Raider, même c'est même pas un bon film pour les fans. J'ai même envie de dire que c'est moins bien que le film d'Angelina Jolie, qui lui, en fait, avait le mérite d'être son propre film, de proposer même des choses qui n'étaient pas dans le jeu à l'époque, comme sa petite salle d'entraînement, son espèce de bot, les gars qui sont ses sidekicks qui après seront de retour dans le jeu. J'ai envie de te dire que le côté un peu, selon moi, un peu nanardesque des 2 premiers Tomb Raider films. Alors avec le 2 est vraiment Jolie. le 2 était vraiment en deçà. Mais le premier, en fait, avait un côté. Mais du coup, moi j'aurais beaucoup plus 2001, envie tu vois. de revoir ces films-là en mode c'est vraiment les années 2000, on se marrait et tout ça. Alors que là, c'est un produit trop qui veut rien dire. Et en plus, étant donné qu'il y a plein de passages du jeu qui sont repris dans le film, t'as envie de dire, mais c'est quand même con. Nous, on l'a vu lors du printemps du cinéma. Du coup, t'as payé ça coûtait 4 balles. Ça coûtait 4 balles. Rendez-vous compte que le jeu, en ce moment même sur Steam, il est moins cher. Il est moins cher. Et t'as au moins 20-30 heures de jeu. Il est 100 fois mieux, bien sûr. Il est 100 fois mieux. Et les personnages sont mieux écrits, etc. Le scénario est mieux. C'est quand même incroyable pour une fois qu'on puisse dire que le jeu soit moins cher. Et meilleur que le film. Quoi, et dure plus longtemps, etc. Alors que le film est déjà un peu trop long. Bref, ils n'avaient pas besoin de le faire en fait. Autant le vieux Tomb Raider est un produit de son temps, 2001, c'est I'm Blue, Dabedi, Dabeda, etc. Ils étaient encore en train de tâtonner, ils savaient pas trop ce qu'ils faisaient. Là maintenant, depuis, il y en a eu des Le film ressemble à ce que t'attendais d'un film Tomb Raider et dans un paradigme où on s'attendait à une plus grosse bouse. Là, celui-ci, c'est vraiment le néant. J'ai envie de te dire, tu remplaces Lara par Nathan Drake, tu peux tout à fait dire que c'est un film Uncharted. Tu remplaces Lara par... Alan Quaterman. Alan Quaterman. Ce serait un mauvais Alan Quaterman. Voilà, tu peux dire que c'est vraiment film d'aventure, point à vie. C'est vraiment, t'as tout ce qu'il faut, genre un père, un peu machin. Oh là là, Kimiko, la sorcière, machin. C'est une naze. D'autant qu'en plus, un truc tout con, c'est que le film commence par la voix du père de Lara qui explique oui, la sorcière Kimiko était une impératrice formidable et tout. Et au milieu du film, Lara, savais-tu que la sorcière Himiko est une impératrice formidable? Ça fait un peu mal au cul en fait. Rien que le montage est à chier, tu sens justement que c'est un film qui est tellement peu passionné que en fait, genre il y a un premier montage et puis ensuite il y a un truc où un mec a dû faire genre oh là là mais vous êtes sûr qu'on comprend bien qu'en fait ça renvoie à ce truc là, remettez des flashbacks et remettez des trucs et comme ça fait plus de temps de film et comme ça on dirait plus un vrai film. C'est la production poussive et laborieuse et hollywoodienne pas en roue libre mais en mode marathon à la, tu sais, genre dessiné à la va-vite. C'est du Hollywood en rythme de croisière, totalement dépassionné, totalement faisé. Et c'est pas ce Hollywood là qu'on a envie de voir en fait. Bah non. Surtout ça. Tomb Raider méritait largement mieux et je pense que ce sera ma note sur 20. Moi j'ai envie de te dire, ouais pareil, ça tombe sous le sens sur 20. Hop, et donc deuxième film qu'on va chroniquer avec un petit peu de retard, mais pourtant on l'a vu ensemble aussi avec Ganesh. Il s'agit donc de La forme de l'eau, Shape of Water, qui depuis a eu un Oscar. Qui depuis a eu l'Oscar du meilleur film, meilleur réal ou je sais plus quoi. Il a eu des Oscars importants. Je veux dire, c'est pas l'Oscar du montage ou quoi que ce soit. Ouais, il a quand même bien tout baisé. Alors que bon. Alors du coup ça donne un autre relief à la chronique parce que est-ce que maintenant la chronique va servir surtout à dire méritait-il son Oscar indirectement, voilà, est-ce qu'il mérite son Oscar, etc. Alors que moi à la base je serais sorti du film et je vous aurais dit si j'avais fait ma chronique le jour même sans déménager, etc. je vous aurais dit écoutez, très léché visuellement très beau, ouais, très beau, très beau, très belle musique, très beau montage, très belle iconographie, très beau symbolisme. On vient de parler de Tomb Raider qui est un mauvais film Tomb Raider, mais là du coup Shape of Water est un super film BioShock et Fallout en même temps. Dans l'esthétique, dans le même plus Fallout parce que c'est les années 60 un petit peu. Ouais, il y a ce côté. Donc du coup, il y a un côté à un moment ils se servent des espèces de tartes pas violettes, vertes. Les pop tartes. Ouais, les espèces de tartes toutes vertes genre au citron. T'as vraiment l'impression que c'est des trucs au Nuka-Cola quoi. C'est des trucs de Fallout, ouais. Voilà, et, oui, je sais ce que tu veux dire, ouais. Voilà. Et c'est marrant de se dire que en fait les meilleures adaptations de jeux vidéo sont celles qui n'ont même pas des noms de jeux vidéo. Ouais, qui sont inspirées, mais comme de la même façon que Mad Max, bon c'est une digression, mais de la même façon que Mad Max te faisait penser à tous les jeux
post-apocalyptique, ouais. alors que ils étaient tous inspirés de Mad Max indirectement, et que du coup ce Mad Max t'a fait penser au jeu pareil. Du coup, Shape of Water, donc j'ai beaucoup de bonnes choses à dire sur ce film, notamment sur l'interprétation, notamment sur la musique, sur le montage, etc. Il y a juste, bon, on va revenir sur les points négatifs, mais c'est vrai que c'est un film qui est extrêmement bien ficelé, bien léché, même si voilà, il y a du travail derrière. Il y a ce côté, alors c'est quand même pour les amateurs de ces espèces de contes fantasmagoriques à la Guillermo del Toro, le labyrinthe de Pan, etc. Alors quand même, je ne suis personnellement pas hyper fan. Faut quand même le dire, c'est qu'à un moment il y a une scène de sexe un peu crue en plein milieu qui fait que Peggy 18 vénère. Hein. Genre t'as l'impression de dire ah mais il a eu un Oscar, on peut y aller avec Lilou et Titouan. Ah mais non attention, il est pas pour les gosses, attention. Le film n'est pas pour les enfants. Ah non. Et c'est vrai que tu vois il y avait donc le film raconte bien sûr l'histoire d'une muette qui est sourde et muette d'ailleurs non elle est pas sourde. Elle est pas sourde, ça ce serait la merde. Elle est juste muette. Ouais non. Elle est muette, d'une muette qui nettoie dans un laboratoire la nuit, un laboratoire un petit peu vénère en mode zone 51. Genre zone 51, voilà, on peut le dire, les Ruskov, tout ça, on est en pleine guerre froide, et les mecs un peu dystopique aussi quand même. Ouais, mais en fait, c'est plus. Non, c'est la guerre froide un petit peu fantasmée avec des extraterrestres en plus et tout. Oui, on est totalement dans l'ambiance. Dystopique, non. On est totalement dans l'ambiance. Ça pourrait même être une side story de Watchmen si vous voulez. Et du coup, forcément, il ramène dans un espèce de gros caisson ce fameux personnage qui n'est rien d'autre que Eb Sapiens dans Hellboy. Ce n'est rien d'autre. C'est vrai que c'est le même design. Ils auraient même limite pu prendre le même costume. Ça aurait été intéressant. Ça aurait pu être marrant, mais genre après ils auraient fait genre mais vous faites de la gueule, c'est totalement Eb Sapiens. Pour moi, c'est le même personnage. Je trouve que c'est un peu trop même le. C'est dur de le dissocier, voilà. Effectivement. D'autant qu'en plus c'est encore un film de Del Toro, donc ça fait un peu bizarre. C'est le même réal, c'est vrai que. Après du coup il y a ce côté un petit peu pour moi genre Del Toro fait du Del Toro un petit. On va dire peut-être, je sais pas pourquoi, je trouve un petit peu Tim Burtonisé sur celui-ci, parce qu'il est un peu plus naïf qu'un. Tim Burtonisé. C'est un peu plus naïf et un petit peu plus conte, encore plus je trouve peut-être dans le côté le labyrinthe de Pan. Peut-être dans le côté Amérique très rutilante en mode justement ce côté Fallout avant le Fallout justement où vraiment qui renvoie un peu au Tim Burton et de Romains d'argent, etc. C'est ça. Tout et à moi fait, je le vois un petit peu dans cet univers-là. Ça comme ça. Donc, alors artistiquement, c'est une très belle réussite, bien meilleure que Crimson Peak. Parce que là où Crimson Peak, qui m'a fait totalement fait chier, et si chez vous avez acheté le Blu-ray de Crimson Peak et vous le regardez régulièrement, je ne vous crois pas. Non, mais je vous crois vraiment pas. C'est le film. Et j'ai des amis qui crushent sur Tom Hiddleston et qui regardent parfois Crimson Peak. Ouais, mais alors, parce qu'il est à moitié à poil dans le avec son cul, mais point. Tu vois ce que je veux dire? Et pour moi, il n'y a pas d'autre intérêt de ce film. J'ai des exemples. J'ai les dossiers. Mais du coup, là, le film, je trouve quand même beaucoup plus intéressant, même au niveau de l'œuvre de Del Toro. Même si, voilà, il y a toujours cette espèce de petite fascination pour le morbide, notamment avec l'antagoniste, avec le fait que. Mais tu vois, genre, au bout d'un moment, c'est bon, quoi. Genre, le vrai monstre, finalement, est-ce que ce n'est pas l'homme, etc. On est quand même dans du symbolisme, on va dire, cliché, mais en même temps, le film lui-même est une espèce de pub ambulante en termes d'esthétique, de pub des années 50, etc. Donc finalement, ça va beaucoup jouer sur ces clichés, les retourner, machin bidule, jouer avec. Ça, j'ai tout compris. Par contre, voilà, mon petit défaut sur ce film qui, pour moi, du coup, mérite pas peut-être tant de plébiscitation. De plébiscite. Oui, c'est comme les joueurs argentiniens. Vous le savez dans les commentaires. Bref. C'est que Shape of Water il est quand même monté assez bizarrement, c'est-à-dire que il y a cette fameuse romance qui est quand même centrale au film, elle n'est pas très bien expliquée, du moins elle n'est pas très partagée avec le spectateur lui-même, les raisons, les enjeux, les pourquoi du comment. Alors vous allez me dire ouais mais il y a bien une scène où elle explique que elle ça lui fait du bien, etc. Oui, avec beaucoup de détails. Justement mais en fait on comprend. Ou du moins le film pour moi c'est un fail à te faire comprendre l'affect tout particulier qu'il y a entre ces deux personnages, parce que ça va hyper vite quoi, genre c'est vrai que le film est assez court dans un sens. Il dure combien de temps? 2 heures même pas? Il dure un peu plus de 2 heures je crois, ouais. Mais en fait dans tous les films où c'est un personnage masculin qui se retrouve face à une espèce de singularité féminine qui va finir par baiser, dans tous ces films là c'est toujours un peu choquant la façon dont le mec fait genre je vais foutre ma queue dedans. Tu vois, Splice, La Mutante, tout ce que tu veux. Hein. Vraiment, tous ces films-là, un peu clichés d'ailleurs, et qui ont été Il pécho dans Splice? Ouais, il la baise, ouais. Ah, j'avais oublié.
Mais c'est Splice ou alors je confonds avec Adrien Brody. Et dans Splice, Adrien Brody. Enfin, l'espèce de truc, c'est l'espèce de truc avec la mutante dégueulasse. Oui, avec joué par Delphine Chaniac, bien sûr. Et du coup, je me souviens que Lindsay Ellis, mon ancienne collègue sur That Guy, avait fait une chronique justement qui s'appelait Don't Put Your Dick in It. Et ça reprenait cette trope des espèces de films façon un petit peu créature de Frankenstein ou genre amourette du monstre, etc. Qui est totalement le cliché que reprend Guillermo del Toro à son compte et qui réinvente, etc. Qui reprend sa sauce. Que en fait, la grosse trope qui est totalement absurde, c'est genre ne fous pas ta bite dedans. Pour reprendre. Et du coup, je trouve que ça reste absurde la façon dont le personnage principal de Guillermo del Toro se sauce en mode genre je vais me taper ce truc. Alors, pour reprendre ce que m'a dit tout à l'heure Jimmy Magardo, un ami qui fait des très bonnes vidéos que je vous conseille d'ailleurs de vous abonner. Oui, c'est vrai. Il disait qu'en fait, c'est marrant que la seule relation qui fonctionne bien, ce soit celle la plus improbable. C'est-à-dire que Viola Davis, ça s'appelle ? Ouais, peut-être bien, ouais. Enfin, je sais plus, bref. Elle est avec son mari, elle arrête pas de dire « Ah, c'est un gros connard, oh là là, machin. Oui. Michael Shannon, il est avec sa femme, mais... tu sens que c'est un couple qui a roulé sa bosse, quand ils baisent ensemble, ils s'apprécient plus, enfin ils ont 2 enfants en mode et toi Junior machin, ouais, il a aucun rapport, il kiffe avec plus sa la famille, vie, ouais. Et du coup cette muette, Elisa je crois, bref. Se tape Aquaman, on peut dire ça comme ça, dans les grandes lignes, et il doit bien sentir l'huître, la sauce à l'huître. Oui, enfin bon, il doit être habitué. Du coup, c'est ce couple-là qui fonctionne le plus, alors que c'est celui. Mais merde, mais ils sont pas de la même dimension, ils sont pas de la même espèce. Ouais, bien sûr. Et ça, c'est bien fichu. Quand même, ce côté. Non, mais tu vois, moi, je comprends. Genre, le propos. C'est mon choix. J'ai pas de souci avec le propos du film, et je trouve que ça, il le transmet bien. Oui. Par contre, en fait, c'est que pour moi, t'es quand même censé faire un minimum d'effort en termes d'écriture, de montage et tout, pour te faire ressentir que cette relation est très legit. À part juste, genre, ah mais je l'aime trop, c'est trop cool et alors, je risque. Après, j'ai envie de te dire aussi que ça se termine en queue de poisson. Non, pas vraiment. Ça se termine en. Non, mais quand je dis que ça se termine en queue de poisson, ça se stoppe en mode. Ah, c'est la fin, d'accord. Non, mais il y aurait pu avoir d'autres. Ça se termine rapidement, il n'y a pas d'épilogue, etc. Mais c'est le côté conte un peu fluet, un petit peu, genre t'es témoin d'une petite scène. Mais alors, pour moi. C'est un des échecs du film, c'est que le film qui va prendre beaucoup de temps pour expliquer plein de choses, notamment très intéressantes, va quand même un petit peu rater finalement le développement de cette alchimie particulière qui est pourtant centrale à l'enjeu du film. Par contre, Michael Shannon en méchant un peu guerre froide, tortionnaire de la CIA, il fait... le fucking café. J'avoue. Franchement, moi je l'aurais bien vu dans un épisode de X-Files à l'époque en tant que agent du FBI méchant, tu vois. Enfin, il est vraiment là-dedans. Et ça, vraiment, il le joue super bien. Ouais. Voilà. Alors, finalement, ça reste un des personnages, on va dire, récurrents chez Del Toro, parce que t'avais déjà dans le labyrinthe. Il était déjà là. Non, c'est que dans le non, pas cet acteur-là, oui, mais dans le labyrinthe. Dans le labyrinthe de Pan, t'avais cette espèce de franquiste totalement un peu pervers. Et pareil, qu'il y avait encore, il y a toujours ce côté le méchant. L'antagoniste finit par être déformé de façon monstrueuse et l'assume pas. Et donc, par exemple, tu sais, il se fait ouvrir la bouche et puis il se recoue dans le labyrinthe de Pan. Et là, l'autre, il a ses doigts qui pourrissent, etc. Et du coup, il y a toujours un truc comme ça. Le truc, c'est que Del Toro, moi, c'est un réalisateur que j'aime beaucoup et avec qui je trouve beaucoup de défauts. Et il a cette espèce de problème de redite. Moi, je suis d'accord pour les thèmes récurrents, mais pour moi, il y a un problème de redite. Il y a des gens, par exemple, qui, après avoir sorti du labyrinthe de Pan, notamment mon grand frère, m'expliquait que Les Chines du Diable, plus ou moins le même film. Je crois que je l'ai vu, mais je me souviens. Et là, le film, on retrouve en fait les poncifs. En fait, voilà, c'est que à quel moment, c'est la touche Del Toro, quoi. À quel moment les thèmes deviennent des poncifs et des thèmes un petit peu redits. Après, si tu vas par là, mais ça reste subjectif. Tu vois. De Tim Burton, c'est de faire jouer Angela, Helena Bonham Carter et Johnny Depp, tu vois, je veux dire. Non, tu vois ce que je veux dire, genre, pour moi, c'est il y a des trucs, tu vois, c'est bon, il avait déjà exploré, peut-être qu'il aurait pu partir sur un autre type de méchant, parce que là, ce méchant-là, j'ai déjà vu développer avec un peu le même traitement. Peut-être qu'il s'en rend pas compte et que sa manière d'explorer des nouveaux univers, c'est juste de créer des nouveaux décors, et au final, il fait des histoires un peu qui se ressemblent. Peut-être, mais du coup, pour moi, c'est une délimitation de cet artiste. Mais il s'est quand même très très bien démerdé. Même si j'ai pas vu, j'aurais largement préféré voir Hellboy 3. Ouais. Même si j'ai pas vu les autres films qui étaient en lice pour les Oscars, ça m'a plu. Ah non, mais le film est très bien. Le film est legit. Et si je dois vous conseiller un film, même si vous avez certainement déjà vu Shape of Water, vu la hype,
je vous le conseille 100 fois plus que Tomb Raider, même plus que Black Panther. C'est quand même la petite curiosité à voir. Vous pouvez emmener votre grand-mère un petit peu. Mais voilà. Oui, enfin, oublie pas cette scène. Étant donné une hype fantastique, moi je préfère en fait quand même mettre une petite réserve pour dire c'est pas non plus, je vais pas être non plus dithyrambique là-dessus, parce que moi je trouve que en termes de traitement, il y a des lacunes. Et les limitations qu'on connaît à Del Toro, parce que voilà, Crimson Peak c'était loin d'être parfait, le Labyrinthe de Pan moi-même j'ai des problèmes avec, Hellboy 2 aussi, j'adore Hellboy 1. Ce qu'il y avait de bien avec le Labyrinthe de Pan, c'était que quand c'était sorti, il n'y avait pas de Labyrinthe de Pan like pour comparer. Ouais, là, bien étant sûr. donné qu'il a déjà fait un truc comme ça, le problème c'est que mais ça me fait trop penser au Labyrinthe de Pan. Ah mais le personnage, t'as l'impression qu'il a repris le costume du personnage dans Hellboy 2. Ouais, voilà. Et donc c'est ça. Donc voilà. Et donc c'est un film qui va vous faire poser la question si vous êtes fan du bonhomme ou pas, ou que vous suivez juste ses pérégrinations. Vous allez vous poser la question à quel moment un réalisateur se répète ou a juste un style. Et c'est un problème qu'on retrouve avec Tim Burton. Faudra voir dans son prochain film ce qu'il a prévu de faire. Et finalement, en fait, ce truc-là, ça reste finalement personnel. Vous pouvez être supra fan, comme vous pouvez être supra fan de Tarantino et quand même trouver que Hateful Eight c'était chiant parce qu'on avait déjà tout vu, quoi. Tout à fait. Voilà. Tu donnes une note ? Sauce à l'huître sur 20. Moi, je vais mettre Est-ce que ce serait pas plus BioShock? Parce que vu que c'est très vu que c'est mouillé, qu'il y a des grosses portes BioShock, hermétiques. BioShock sur 20. Un film BioShock par Del Toro, j'en prendrais... Tout à fait. Si j'en prendrais pour $1? Tout à fait. Si c'est pas écrit par lui, je veux bien que son directeur le photo truc travaille dessus. Robocop. J'en prendrais pour $1. J'en prendrais pour $1, bah voilà. Et pendant la fête du cinéma, j'en prendrais même pour 4€. C'est ça. Voilà.